Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Nadia Tenish, donc je suis responsable qualité test chez La Redoute. Je m'occupe des tests de non-régression sur les sites, donc tous les sites France et Inter, et sur l'application mobile. Donc, je manage une équipe au Portugal d'automaticiens et des tests de non-régression, et je fais la coordination avec eux et les équipes de dev, PO dans les feature teams qui sont basés en France. Donc voilà. Et moi, Antoine, donc j'ai plutôt un background d'engineering et là plus récemment sur la partie transversalité architecture et techno. Ouais, je suis globalement hyper intéressé par tout ce qui est les aspects de système et la qualité aussi depuis longtemps parce que je pense que voilà, si on veut faire des systèmes performance, ça rejoint beaucoup de sujets autour de la qualité, que ce soit la QA ou plus largement. Et après, personnellement, je suis impliqué dans des voilà, communautés, l'open source, mais voilà, à titre personnel parce que je suis convaincu que c'est la meilleure manière de partager et d'apprendre ensemble. Donc voilà, je suis aussi intéressé du partage qu'on peut avoir aujourd'hui pour trouver des réponses à des problématiques qui sont normalement communes, même si ça reste des contextes différents. Et puis j'ai aussi contribué sur des sujets spécifiques autour de test automation. Voilà, ça m'intéresse particulièrement là-dessus. Voilà. Donc sur le talk, effectivement, dans l'idée, on essaie de vous raconter un peu l'idée, c'est de raconter l'histoire de l'évolution de notre partie testing, faire un focus aussi sur nos problématiques actuelles et ce qu'on a itéré de manière plus détaillée dans la dernière année, et ensuite partager un peu les perspectives. Et donc le contexte global de Redoute, c'est 2014 à 2018, il y a vraiment eu une grosse transformation avec voilà, un enjeu de survie. Et donc voilà, c'est pour ça on va partager vraiment les deux prismes, donc 2014 à 2018 et après, on va dire 2018-2019 jusque maintenant et la suite. Donc là, du coup, pour la nostalgie, on vous a remis les catalogues que beaucoup de personnes ont gardés en tête, j'imagine, Redoute. Bon, cela, il faut déjà être un peu collectionneur pour les avoir. Mais bon, alors, c'était aussi pour rappeler que l'image Redoute avant la transformation, c'était un peu cette image vieillotte. Donc papier, le gros catalogue tous les 6 mois, les camions Apple ancienne en vert. Et donc c'était notre point de départ, si je tire un peu le trait en 2014 vers le digital. Donc là, aujourd'hui, juste pour se repartager, parce que voilà, même s'il y a un peu de communication, de PR, etc., repartager qu'est-ce que la Redoute c'est aujourd'hui. Donc en haut à gauche, on a réouvert des boutiques en propre qui avaient été complètement fermées. Donc aujourd'hui, on a une cinquantaine de points de vente avec 15 boutiques en propre et un réseau dans les corners, etc. Mais bon, ça ramène aussi d'autres problématiques autour du testing qu'on partagera, parce qu'on ne veut pas juste ouvrir des magasins, on veut ouvrir des magasins qui fournissent une expérience omnichannel. Donc ça rejoint des sujets autour de l'app et autres que Nadia partagera en détail. On a aussi des contraintes, enfin contraintes et des enjeux de développement de nouveaux business models. Donc c'est ce qu'il y a sur le bas, avec voilà, commencer à vendre en B2B, pas que en B2C, créer des lignes de produits sur la droite et du coup être un vrai créateur de meubles et d'ambiance au-delà de juste un aspect fashion qui était celui qu'on voit en haut. Donc en sachant que Redoute aujourd'hui, plus de 50% du chiffre d'affaires est sur le meuble, là où 5 6 ans avant, c'était pas du tout des produits créés. Donc ça a vachement transformé le business model et les systèmes qu'on a aussi à produire et gérer en interne et du coup à en assurer la qualité. On peut passer à l'autre slide du coup. Ouais, donc ça, c'est aussi pour partager. Ça rejoindra. Tu peux peut-être. Ouais, remets juste le précédent, Mm, Daniel. Tu veux mm, mettre le précédent là, ouais, voilà. Donc là, c'est pour partager. On a sur la transformation, c'est des gros enjeux de pas que d'applications customer facing, donc le front, les applications, etc. Il y a aussi des gros enjeux d'excellence opérationnelle. Et en fait, d'un point de vue système, on a dû aussi vachement transformer le SI. Donc je vais l'expliquer très brièvement après. C'est vraiment l'objectif que vous ayez le contexte au niveau des impératifs de testing et par exemple de jeux de données référentiels, etc. Et donc, on a dû beaucoup transformer tout cet aspect back-office avec un entrepôt qui est l'un des plus automatisés d'Europe, mais qui du coup repose très fortement sur l'IT. Donc là, pour le contexte technologique global et comment le SI a évolué, et du coup, qu'est-ce que ça nous a créé sur le contexte de testing. Donc, Redoute s'est créé sur le modèle de vente à distance catalogue, et donc en fait, sur la gauche, assez rapidement acquis un mainframe qu'on a réussi à tuer il y a un an et demi. Et sur la partie expansion internationale à l'époque,
En fait, l'objectif était de déployer rapidement le modèle de vente à distance à l'international et donc l'option choisie, ça avait été quasiment si c'était un modèle franchisé, voilà, ou entre en parallèle, un développement, dans chaque pays. Mais du coup, avec chacun son SI, son site web, son back office, ses outils et cetera, de manière complètement décentralisée. Mais encore une fois, c'était le trade-off pour, aller vite et capter des parts de marché sur un business model qui était assez nouveau, à l'époque. Voilà. Donc ce qui a fait que nous, quand on a démarré en 2014-2015 la transformation, en fait, le schéma est simplifié versus la réalité parce qu'en fait, on avait, 3 plateformes web différentes, donc à développer, à tester, à maintenir et cetera. Donc une pour la France historiquement et 2 pour l'international. On avait dû faire un choix entre, en gros, sur la gauche, avec le petit schéma en bas à gauche, la plateforme New York avec les mecs au dernier étage, de la tour là, ou, une boîte un peu plus agile et pragmatique à Malte, qui est le choix qu'on a retenu parce qu'on voulait aussi aller dans cette dynamique d'une boîte plus réactive et plus dynamique et donc on a fait un choix et un gros projet de migration qui a été fait pour migrer et unifier sur une seule plateforme. Et ensuite, on a encore fait un pas en avant qui a été vraiment d'avancer sur une plateforme, enfin mobile first 100% responsive. Et donc tout ça dans un enjeu d'accélération du cycle time de déploiement. Mais ça rejoindra pas mal de points que Nadia va expliquer aussi, parce que durant cette période, on a dû aussi adresser bah, les flèches qui sont écrites là, quoi, garantir la migration des deux expériences, mais à la fois aussi, comme il y avait un enjeu d'accélération des développements, bah, il y avait aussi un enjeu de validation et de non-régression. Et ça, c'est ce que Nadia vous expliquera de qu'est-ce qui a été fait sur les aspects qualité durant cette période. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, même si j'allais dire malheureusement, le schéma reste simple versus les réalités, mais pour vous dire rapidement, le back-office, c'était globalement un gros monolithe mainframe avec une plateforme USB au milieu et le front par-dessus. Le USB nous a servi à distribuer le SI sur une architecture de SOA, hein, globalement, donc avec voilà, des briques en bleu ou rose en fonction si c'est du build, du buy, mais globalement, on a distribué le SI sur des briques un peu plus évolutives. Et ça, donc c'est important beaucoup pour l'aspect d'un point de vue, alors expérience client, sur tous les aspects données de référentiel. Parce Nadia l'expliquera, il y avait des problématiques et des enjeux de validation, on va dire, bout en bout de l'expérience client. Voilà, donc si on veut mettre une commande, etc., ça passe forcément par des services back-office. Et donc, c'était une problématique qu'on a dû adresser dans la partie qualité. Et donc voilà, pour expliquer qu'aussi, il n'y a pas que l'aspect web à prendre en compte. Ici, je ne vais pas m'étendre, hein, sur le jargon technique, c'est aussi juste vous dire que voilà, aujourd'hui, ce système est encore en train de se distribuer sur des patterns donc d'adoption de plateformes cloud natives et de systèmes de plus en plus distribués, donc micro-front-end, microservices, etc., découplés avec de l'événementiel et du streaming. Bon, et voilà, le message, c'est que ça complexifie encore plus cet aspect beaucoup sur la donnée, en fait, qui reste clé pour la partie testing. Voilà, on a l'avantage après de réussir à accélérer beaucoup plus vite sur les développements. Et encore une fois, ça met encore plus de pression sur Nadia, parce que comme il y a plus de développement, il y a plus de risques que ça pète. Donc voilà, ça s'accélère et on a de plus en plus besoin de garantir la qualité des expériences clients. Et sur des devices, expériences clients qui ont tendance aussi à être de plus en plus différentes, intégrées, avec des solutions internes, externes mélangées. Voilà, et puis des problématiques que je pense beaucoup de gens connaissent sur le responsive et les divers téléphones, etc. Et ça, on fera d'ailleurs un zoom particulier sur comment on a choisi, nous, d'adresser la problématique du multi-device, vendeur, résolution, etc. Ok. Donc voilà, sur un peu les mots-clés qu'on a retenus, et je pense que ça donne le cadre après sur le focus qu'on va faire sur la partie droite de App. Donc on est sur nos débuts de transformation, donc on était vraiment web first à cette époque-là, même si on avait quand même voilà, lancé l'application, etc., mais plutôt dans un enjeu presque de faire comme tous les players qui lançaient une app à l'image de leur site, mais qui n'avaient pas vraiment enjeu de créer des nouvelles expériences, et donc ça restait assez simple à tester. On va dire que voilà, la majeure partie, 95% de l'investissement en testing et qualité, était fait sur le web, et tout ce qui était à côté était plutôt des enjeux marketing et de dire on suit technologiquement. Il y a eu ensuite alors avant 2018, on a commencé vraiment à avoir un changement sur l'adhésion et l'utilisation du mobile, même si ça restait pas forcément sur l'app, c'était beaucoup le site mobile. Donc là, c'est là que l'aspect convergence 100% responsive nous a vachement aidé à accélérer. En parallèle, on a eu la réouverture des magasins qui nous ont rajouté,
Alors, pareil, encore une fois, le contexte a commencé à être créé. Et en fait, ça fait qu'aujourd'hui, de par toute l'évolution de ces contextes-là, on a un vrai focus et transformation autour de l'app. Et donc là, on pivote vraiment, voilà, depuis fin 2020, vraiment sur l'app first. Ça ne veut pas dire que le web et le mobile, on ne considère pas. Mais il y a vraiment un pilier très fort autour de l'app et de l'expérience client. Et ce qui change beaucoup, c'est que c'est des expériences assez différentes et porteurs de valeur. Et donc ça, je laisserai Nadia expliquer en détail et très factuellement ce qui se passe ici. Puis on lance aussi des autres expériences comme le site de revente type Vinted, la reboucle, etc. Donc il y a de plus en plus d'expériences à prendre en compte. Et avec tous les aspects géolocalisation, etc., qui complexifient aussi les aspects qualité. Du Et donc coup, là, je ouais, pense. je prends Ouais. la parole. Du coup, je reviens Mm, sur juste la période 2018-2019. C'est la transformation pour moi technique, le passage du site au responsive. mm, Donc, je suis arrivée vraiment plein dedans. Il faut dire que cette transformation technique, elle a accompagné aussi une transformation agile de l'IT. Donc, on a fait un rapprochement des équipes métiers et IT cette période-là. On a créé carrément des feature teams, hein, donc une feature team application, checkout, CMS, donc par domaine fonctionnel. Dans chaque feature team, on a mis des développeurs, un PO, un CPTech, des testeurs manuels et des automaticiens. Donc, il y a deux transformations, donc technique, la partie responsive, et mm. la transformation vraiment organisationnelle. Il faut dire aussi, je vais marquer toute cette période, on a vraiment eu une grosse maturité du parcours qualité parce qu'il fallait accompagner cette transformation. Donc, on a intégré dans les feature teams des automaticiens carrément. On avait une campagne de test de non-régression automatique qui tournait à part, transverse, et on a divisé et on les a intégrés dans les feature teams. Donc, on a responsabilisé les feature teams de leur campagne de test de non-régression. Donc, pour vous donner une idée, donc, on est à 5500 tests qui tournent aujourd'hui sur le front, sur tous les sites. Avec un temps de 75 minutes. On avait une contrainte, donc on fait des releases aujourd'hui tous les jours, donc du lundi au jeudi, donc à part le vendredi pour qu'on puisse passer un bon week-end comme tous les gens, on ne laisse pas passer des bugs en prod. Et on a une vraie réactivité de l'équipe des automaticiens. Donc, on a un chiffre qui est très impressionnant aujourd'hui. On a 17 no-go par an. Donc, une équipe qui est vraiment très réactive et aussi des tests aujourd'hui qui nous ramènent à un niveau de qualité qui est vraiment très impressionnant sur la partie front. Et c'est là on s'est posé la question sur la partie application. Donc, on a augmenté la qualité et on a accéléré vraiment les tests et la qualité sur la partie front, mais par contre, on était toujours pénalisé sur la partie application. Donc là, 2020, on s'est reposé, on s'est dit comment on a envie d'accompagner la qualité dans l'application mobile. Donc avant de rentrer dans la qualité vraiment dans l'application, j'ai envie de partager avec vous tout ce qui est enjeu business. L'application aujourd'hui, la Redoute, c'est un vecteur de croissance pour le business Redoute. Aujourd'hui, on a un taux de conversion qui est plus important dans l'application par rapport au main site et mobile. On a augmenté notre chiffre d'affaires de 8 à 18% pendant les 3 ans de 2017 à 2020 et on a une cible d'arriver à 2025. On a 1,5 million de active owner aujourd'hui, plus on transforme notre panier à plus 44 par exemple entre l'année dernière et cette année. Ça veut dire qu'il y a un enjeu qualité qui est dans la feature team application plus la partie qualité. Donc, l'équipe application doit optimiser un maximum le parcours client dans l'application, mais aussi en termes de qualité, il faut absolument qu'on sécurise l'expérience client. Donc, c'est des clients qui sont fidèles, des gens qui sont porteurs aujourd'hui de l'application, c'est des clients pour moi fidèles et on a moins d'investissement déjà commercial dessus. Donc, ça veut dire que l'application, donc ça veut dire que vraiment la qualité doit être au maximum optimale en tout cas. Donc, revenons à la qualité. Donc, avec tous ces enjeux business, il faut dire que
les tests automatiques dans l'application ont démarré déjà depuis 2015. Donc, c'est vraiment pas une nouveauté chez nous. Par contre, on était sur 2 smartphones, 2 tests qu'on arrive à 10 test cases de non-régression qu'on arrive à tourner avec un temps de 3 heures qui était vraiment très, très long. En 2017, on s'est posé la question, on a envie de augmenter la couverture. Donc, on a été chercher chez BrowserStack dans leur cloud privé 10 smartphones. Donc, on a augmenté notre couverture à 150 tests. Et 2020, on a carrément revu notre façon de tester et notre stratégie. Donc, la question qui s'est posée, comment aujourd'hui, avec tous ces enjeux et toute cette ambition business, comment on peut accompagner la qualité dans l'application? Donc, il y a un premier enjeu, on a des nouvelles features qui vont arriver. Donc, on a de plus en plus de personnalisation du parcours client parce qu'on a envie de garder ses clients et on a envie de leur donner une expérience qui est différente. On a envie de traquer un maximum de clients aussi pour savoir leur comportement, mais aussi on a augmenté les équipes. Donc, comment aujourd'hui on peut suivre la scalabilité des équipes, donc que ce soit développeurs dans l'équipe iOS et Android et aussi les testeurs qui sont manuels. On a plus de testeurs manuels dans la feature team. Par contre, on a deux contraintes qui sont très importantes. Donc, on fait une release tous les jours et la release, donc il faut donner un go le soir. Donc, ça veut dire le temps de la campagne de test ne peut pas dépasser 2 heures pour qu'on puisse maintenir cette réactivité pour livrer rapidement aujourd'hui. Et la deuxième contrainte, c'est que l'application Redoute n'est pas native. Elle n'est pas 100% native, donc tout le tunnel de commande dans l'application, c'est de la WebView derrière. Donc, ça veut dire la release qui est front impacte forcément l'application mobile. Donc, tous ces enjeux, donc on a posé tous ces enjeux-là et la première option qu'on avait de dire, on est déjà client de chez BrowserStack, on va faire un POC chez eux. Donc, effectivement, on a fait un POC chez eux. On a lancé les tests dans leur campagne et on a comparé le temps d'exécution d'un test chez eux et sur un device physique. Et on a sorti des avantages, des inconvénients, tout simplement. Chez BrowserStack, aujourd'hui, on s'est dit la maintenance de la ferme, ça sera chez eux. Donc, on n'a plus de complexité de tout ce qui est update, maintenance des OS, les configurations de la ferme. Il y a la mise à jour des OS aussi. Donc, chez eux, on aura toujours les derniers trains de téléphone. Donc, on aura toujours les OS à jour, des derniers iPhone par exemple, derniers Samsung pour tester l'application. Et aussi, on a une possibilité de la scalabilité de l'infrastructure qui est très importante. Donc, aujourd'hui, si j'ai envie chez eux de dire je prends 10 téléphones en plus, ça sera facile à le faire. L'inconvénient, c'est le coût. Vraiment, le premier blocage pour moi, c'était le coût. Le coût, il était hyper important. Aujourd'hui, chez BrowserStack, un téléphone chez eux me coûte 300 € par mois. Donc, et si moi, j'ai une cible de augmenter la couverture, ça veut dire derrière, il y a un temps de réponse que je dois faire attention et aussi le coût qui se multiplie. Chez eux, aujourd'hui, 20 devices, ça me coûte 50 000 € par an. Il y a aussi l'inconvénient de temps d'exécution, donc le temps d'exécution qui reste très long, et le décalage horaire. Donc aujourd'hui, ils sont basés en Inde, donc ça veut dire si j'ai un problème sur leur infra, je reste dépendante d'eux. Donc, ça veut dire avec le décalage horaire, je peux impacter ma release. Et si j'ai un hotfix par exemple en production, je ne pourrais pas le gérer parce que je ne peux pas tester derrière. Donc, il faut revoir tout mon process de déploiement derrière. Donc, tout simplement, on a écarté cette option et on s'est posé la question, on a déjà l'expérience depuis 2015 d'avoir de téléphones, pourquoi on n'augmente pas et on fait notre solution en interne, notre ferme de smartphones en interne chez La Redoute. Du coup, effectivement, on a revu les budgets, les estimations derrière, on s'est mis une cible. On a mis la solution. Donc, tout simplement, on a acheté une armoire ventilée
qu'on a mis au Portugal, vu que les équipes de tests automatiques sont basées au Portugal. Une armoire ventilée, comme ça on évite le chauffement des téléphones qui réchauffent. On a acheté 14 iPhones, on a récupéré un ancien Mac qu'on avait, 12 Samsung et un PC. On a investi dans 2 hubs qui sont spécialisés Android et iOS avec 15 ports et on a réussi d'avoir des supports de smartphones. Comme ça, on laisse les smartphones accessibles si jamais on a envie de manipuler les téléphones directement. Donc ça, c'est concernant la partie hardware. Par contre, sur la partie software, donc on travaille avec notre outil de test qui est Cerberus. Donc c'est un framework de test qui nous permet de gérer les patrimoines de test. Donc tous nos référentiels de test, il est dans Cerberus, que ce soit les tests qui sont manuels ou les tests automatiques. Concernant les tests iOS et Android, c'est tout un écosystème qui est spécifique par OS. Donc, on a mis 2 Slack qui sont différents, distincts. Donc, et derrière ces deux OS, on a installé des serveurs Appium pour chaque téléphone. Et ces téléphones, donc, des serveurs Appium. Derrière, on a configuré notre framework avec des robots spécifiques, des robots pour interpeller l'Appium sur iPhone et sur Android en même temps. Et derrière ces frameworks, on travaille avec Xqt pour iOS et EU Automator pour Android. Donc voilà, sur la solution software. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Antoine, sur cette partie. Non, bah, peut-être juste mentionner que c'est du coup ils sont éteints la nuit aussi pour l'optimisation, annuellement, et ils sont pas, enfin que les tests manuels restent en local avec des devices physiques pour les testeurs et que du coup cette ferme est exclusivement dédiée aux tests automatiques. Voilà, il y a des personnes qui préfèrent en dédier, etc. Bon, nous, on a fait le choix de garder ça assez simple et dédié à l'automation, quoi. Mm. Donc voilà sur la solution. Donc je vais mettre une vidéo qui illustre un peu le passage de ces tests sur la ferme directement. Mm. Donc, ces tests, ils valident vraiment le run de la release sur 8 pays. Aujourd'hui, on a 442 tests qui tournent en fait entre Android et iOS avec un temps d'exécution de 1 heure, 65 minutes, il me semble, sur la partie Android. Puis il y a l'aspect aussi proxy analytics, enfin la collecte de données qu'on est du coup capable de faire un beaucoup plus. Ouais. Yes. Donc, voilà, je reviens sur le support. Donc voilà la solution. Donc j'avais envie aussi de partager les résultats de la ferme dès l'installation. Donc vraiment les premières exécutions. Donc on a acheté tout le matériel, il me semble début mars. C'était vraiment la période du confinement. On n'a pas reçu tout le matériel, donc on l'a reçu au fur et à mesure. Mi-mars, on a commencé de configurer nos devices et tout ça. Donc, une fois on a démarré les campagnes, on a vu directement une baisse sur le temps d'exécution. On a gagné 40% sur la partie Android et 20% sur la partie iOS. Sachant que moi, je regarde et je vérifie quand on ne dépasse pas les 120 minutes, comme ça, je n'impacte pas ma release. Et j'avais mis une cible d'atteindre les 390 à 400 exécutions pour fin décembre. Donc vraiment, c'est les premiers résultats que j'ai eus une fois j'ai lancé mes campagnes sur la ferme. On a fait d'autres optimisations vers octobre en fait. On a acheté un nouveau Mac parce qu'on avait un ancien qu'on utilisait, on était à presque à 100% de CPU.
Donc, on a investi dans un nouveau Mac. On a fait des optimisations côté software. On a revu nos tests, la partie implémentation, donc tout ce qui est librairie derrière, la partie data. Donc, on avait plein de tests qui cherchent la data statiquement. Donc, on a essayé de faire des requêtes dynamiques, des requêtes SQL pour récupérer la data dynamique. Donc, et ça vraiment nous a permis de gagner encore en temps d'exécution et ce qui va me permettre après d'augmenter la couverture par la suite. Donc, vraiment, le statut actuel que j'ai sur ces campagnes de test sur l'application, aujourd'hui, on est à 442 exécutions entre Android et iOS. On est à des temps d'exécution de 65 minutes sur l'iOS et 55 sur l'Android. C'était vraiment impressionnant le fait d'avoir un nouveau Mac et l'impact sur la vitesse et le temps d'exécution de la campagne. Donc, j'ai mis en place la ferme de l'application, la ferme en interne. Par contre, j'avais toujours ma prestation chez BrowserStack que je n'ai pas arrêtée. Et tout simplement, pour dire, aujourd'hui, chez BrowserStack, j'ai la possibilité de tester des MutuOS. Donc, si j'ai un nouveau iPhone qui va sortir, je vais checker et je vais vérifier le comportement de l'application dedans. Donc, ça me permet de voir vraiment le comportement de l'application des nouveaux OS. C'est aussi une solution backup en cas de problème sur la ferme. Et aussi, ça me permet de tester d'autres features autour de l'application. Donc, aujourd'hui, j'ai de nouveaux sujets, par exemple, sur les deep links. Donc, tout ce qui est lien qui va de Google vers l'application, qui permet d'ouvrir l'application. Donc, j'ai plein de régressions dessus et ça me permet de faire ce genre de typologie de test, en tout cas chez eux. Donc, pour moi, c'est une solution que je la garde pour l'instant avec les points positifs derrière. Donc, voilà. Alors, les perspectives 2021. Ouais, voilà, donc là, on a déjà partagé un peu tout ce qu'on a fait l'année dernière et ce qui est encore les priorités aujourd'hui. Donc là, les grands enjeux qu'on a à traiter, donc il y en a un premier, c'est quand on veut itérer de plus en plus rapidement sur l'app et on sent qu'à moyen long terme, l'application, ce sera pas juste on va dire une copie du site dans une application, si j'exagère un peu. Ça risque d'évoluer sur une expérience assez différente, beaucoup plus personnalisée et qui utilise des fonctions spécifiques du téléphone, etc. Et en fait, aujourd'hui, comme c'est pas, il y a encore des bouts en WebView, en fait, le cycle de vie de l'app est limité et couplé avec le cycle de vie du front. Et donc, du coup, on se retrouve avec être obligé de lier les deux cycles de vie de testing, déploiement, etc. Et donc, du coup, ça crée une contrainte qui est un peu limitante si on veut itérer beaucoup plus vite sur l'app, surtout que ça va être tendance à être découplé avec des layers d'API, etc. Donc là, on a un enjeu de passer l'app, voilà, en même temps, enfin, faire ça en même temps que des enjeux métiers, apporter de la valeur, la passer en 100% natif pour la découpler du cycle de vie du front. Et donc, du coup, dans l'idée, c'est voilà, il y a la seule contrainte qu'on aura après, ce sera plutôt les contraintes d'expérience, on va dire client. On ne va pas s'amuser à pousser des nouvelles versions de la produit toutes les 2 3 heures sur les stores. De toute façon, je pense qu'on se ferait bannir. Mais l'idée, c'est que nous, au moins en interne, on se force à avoir des cycles d'itération très courts avec des petits changements. Parce qu'on a vu, et c'est ce qui nous a permis sur le web et d'autres périmètres comme le back-office, en fait, sur les endroits où on arrive à faire ça, c'est les applications sont en fait beaucoup plus stables. Donc, c'est ce qu'on veut réussir à faire autour de l'app et possiblement voilà, avoir des tests plus gérables et plus focalisés par expérience, en fait. C'est vraiment ça. Donc, ça, c'est un des grands enjeux de cette année qui est du coup hyper transverse, en fait, parce que quand on va adresser le sujet de l'architecture, voilà, du front de l'app, on adresse aussi l'architecture des tests autour du front et de l'app. Enfin, voilà, donc ça remet en cause pas mal de sujets, de processus, et donc c'est un vrai sujet d'entreprise. Le deuxième sujet, ouais, donc là, voilà, je ne vais pas m'amuser à détailler tous les typologies de tests. L'idée, c'était pas de faire une liste exhaustive ou ultra précise, mais c'est de se dire aujourd'hui, en fait, on est sur la gauche, c'est qu'on a réussi à mettre en place des différentes typologies de tests faits souvent par des populations alors différentes, pas pour chaque case, hein, mais globalement, il y a des gens plutôt sur le fonctionnel, des gens un peu plus sur la partie, sur le bas performance, des gens plutôt sur les tests de back-end, etc.
Et en fait, donc c'était vachement bien, un peu comme les pays à la Redoute, c'était vachement bien pour accélérer, aller vite sur ces bouts-là. Bon, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que comme c'est l'application, enfin, ou le site a tendance à accélérer en cycle de déploiement, on se retrouve avec une problématique de cohérence, en fait, entre des scénarios, des KPI et des processus qui sont communs, en fait, entre ces tests-là. Donc, un exemple concret, c'est par exemple les scénarios qu'on veut faire en load test et en test de performance, en fait, sont très proches, ont un bout en commun avec des tests de non-régression fonctionnelle. Sauf qu'aujourd'hui, ils ne sont pas gérés et pilotés de la même façon. Et donc, ce qui se passe concrètement, c'est quand on ouvre, on exécute nos scénarios de load test, eh ben, ils ne sont pas à jour avec les derniers changements qui ont été faits sur l'expérience client. Et du coup, ça pète ou machin, ou ils ne sont pas bons et du coup, il faut les refaire. Donc là, on a un vrai enjeu de passer sur la droite cette année. Donc, de notre idée, c'est plutôt de capitaliser sur la couche fonctionnelle, où c'est là qu'est pilotée la roadmap métier et les évolutions de customer journey ou voilà, de spec. Et du coup, de trouver un moyen de s'étendre en transversalité à la fois sur le back-end et sur les tests de performance pour justement garantir cette cohérence. Enfin, voilà, c'est un peu les catégories IKEA, mais on a vraiment plusieurs prismes à adresser. Il y a on va dire, si je fais un peu le buzzword des tests en production, mais c'est pas l'idée qu'on teste en prod pour voir si ça marche, c'est plutôt qu'on fait du monitoring fonctionnel sur la production. On a les aspects load testing où on aimerait pas faire ça tous les 3 6 mois, mais plutôt de manière plus régulière. Et après, il y a aussi l'aspect back-end qu'on aimerait adresser. Oui, je rajoute que aussi l'objectif d'avoir une vision 360 des tests. Donc, comme il Mm, vient de dire Antoine, ben, on a plusieurs typologies de tests aujourd'hui chez la Redoute avec des outils qui sont différents. Donc, on a des Dynatrace, mm, Speedcure pour la partie WebPerf. Il y a la partie de test de non-régression sur Cerberus, mais on n'a pas de vision claire sur le pourcentage de couverture, par exemple, où ben, on peut se dire, ben, on peut challenger un composant aujourd'hui. Le login, peut-être on a plusieurs régressions dessus. Comment on peut mm, performer en temps de réponse, la performance sur ce composant. En tout cas, ce genre de sujet. Donc, faire une communauté autour du testing, mais vraiment en interne, avec nos différentes typologies de tests et se challenger entre nous. On pose des KPI sur un parcours client ou sur un composant et on essaye de tirer des bénéfices avec ces KPI. mm, Donc, voilà. mm. Ouais. Et après, on a le défi donc des données référentielles. Et ouais, c'est vraiment enfin, compliqué. C'est pas qu'un sujet sur le front, etc. Donc, voilà, comme on est sur du retail, la problématique des produits, des clients, des prix, des services, des moyens de paiement, services de livraison et compagnie, j'en passe. Il y a vraiment des grandes problématiques et ça sur les différents environnements, les différents pays, etc., qui ont des fois pas les mêmes SI en termes d'implémentation. Donc là, on a un sujet alors qui passe pas forcément que par du refresh, mais en fait, on a la problématique de comment je gère mes master data et mes jeux spécifiques de données par typologie de test. Parce que voilà, l'idée, c'est pas d'arriver avec une solution one size fit all, le gros marteau qui va pour toutes les solutions. Il y a des problématiques différentes pour des tests de monitoring, pour des tests de non-régression fonctionnelle, pour des load tests. Bon, donc là, on a un enjeu en fait de plutôt cadrer, définir nos approches en fait pour la gestion à la fois des données environnement et pas, enfin vraiment adresser les deux avec le même prisme parce qu'ils sont souvent liés. Ça nous ramène aussi à un sujet qu'on est obligé de traiter, enfin obligé. En tout cas, on se met vachement la pression pour les enjeux d'image client sur les données principalement privacy, donc les données personnelles, etc. Sur les environnements hors prod, etc. Nous, on veut vraiment adresser ça de manière stricte. Donc voilà, on veut en profiter si on se dit on fait des refresh de la prod automatique, on demand, etc. sur des données clients, bah, intégrer ces notions dans le projet. Et après, comme enfin un peu sur le slide qu'on partageait sur l'aspect transfo techno, donc on a commencé à migrer des choses sur le cloud, etc. Mais là, on a un vrai enjeu, c'est d'utiliser du coup les possibilités pour nous permettre de résoudre des problématiques concrètes autour du test et qui à la fin contribuent au business. Donc par exemple, l'aspect environnement on-demand est quelque chose qu'on veut vraiment regarder. Donc à la fois pour réussir à créer des environnements on-demand avec le jeu de test associé, donc complètement isolé, mais aussi pour par exemple sur les load tests,
une de nos ambitions, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est 3 semaines avant chaque grosse période de solde ou Black Friday, on freeze la plateforme, on fait les load tests, on regarde, on corrige, et cetera. On aimerait passer sur, idéalement un process plutôt à la semaine pour une charge standard et peut-être au mois sur une charge, load test, enfin de Black Friday, par exemple. Mais donc pour faire ça, on a un besoin d'élasticité de la capacité, voilà, on n'a pas les moyens de se payer l'infra de prod, en staging, tous les jours. Et donc on aimerait vraiment travailler sur cet aspect élasticité. Alors sur les load tests, ça peut être aussi ça sur notre ferme de test de robots, voilà, aller chercher l'élasticité et toujours dans un raccrocher un enjeu métier. Donc nous, ce serait principalement, réduire les cycle time à chaque fois, d'itération et en même temps réduire les coûts, d'utilisation. Et donc, on a bien cette problématique tant sur le front que sur le back-end. Là, pour le coup, c'est une problématique transverse et du coup qui est assez complexe à mettre en place. Et donc, c'est le troisième pilier de cette année. Je pense que on est à la fin. Hop. Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour cette présentation, c'était vraiment très très bien et il y a vraiment beaucoup de questions, donc je vais essayer d'en poser le plus possible. Quand vous en avez marre, vous me dites et puis on arrêtera. Non, il y en a vraiment beaucoup après, c'est vraiment très intéressant. Je vais les prendre un peu dans le désordre, mais du coup, vous avez beaucoup parlé enfin, c'est l'impression des tests automatisés front. Mais vous parlez assez peu des tests unitaires et des tests d'intégration. Est-ce que c'est vous qui gérez? Comment ça se passe? Est-ce que dans les 5000 tests que vous comptez, c'est que du front ou c'est tout ça regroupé? C'est que du front aujourd'hui. Pour moi, on fait pas beaucoup de tests unitaires aujourd'hui, mais ces tests de non-régression, c'est un peu l'intégration parce on fait appel à des web services dans nos tests. Donc, c'est limite des tests de bout en bout. Donc, ces tests front, c'est des tests d'intégration pour moi. D'accord. Et du coup, les tests unitaires, c'est pas à votre main, quoi. C'est les On équipes avait de 6 développement. mois, on avait 6 mois, en tout cas sur le front, sur la partie test unitaire, mais je pense sur la partie back-office, il y a plus de tests. Ouais, en fait, on a fait des choix par contexte et priorité. Donc, effectivement, les 5000 tests et quelques, c'est vraiment des tests fonctionnels, non régression et donc visuels avec les robots, etc. Et c'est pour ça que c'est en lien avec la. On a aussi une ferme similaire à celle de mobile, mais sur un Selenium Grid qui permet de scaler et du coup d'exécuter tous ces tests en 75 minutes, enfin de tête, je crois que c'était ça Oui, sur le c'est ça, oui. slide. Et du coup, effectivement, on a fait un choix un peu drastique, mais en même temps, parce qu'on avait, enfin, il y avait plusieurs facteurs dans ça pour le front. Je pense que les développeurs qu'on avait côté Malte sont de très bons développeurs, etc. C'était une boîte qui était externe, mais considérée comme partenaire. Et donc, en fait, en termes de gouvernance Redoute, on ne rentre pas forcément dans le détail on va dire de la qualité du code, etc. Donc ça, c'était un premier facteur, mais c'est surtout qu'il n'y avait pas d'enjeu de rajouter des tests unitaires pour améliorer la qualité du code. Après, le deuxième sujet, du coup, ça rejoint la gouvernance, c'est que la gouvernance, c'était beaucoup métier, piloté depuis le central, côté product owner, UX, etc. Et à l'époque, on ne parlait même pas de product owner, hein, donc on partait de loin en organisation digitale. Et donc, on a fait le choix que pour les. Enfin, c'était un des choix, un des avantages aussi, à se focaliser sur les tests de non-régression fonctionnelle et du coup end-to-end. Ça permettait aussi au métier de plus facilement s'imprégner d'un plan de test, etc., que si c'était des choses faites avec le développeur et complètement inaccessibles. Et c'est pour ça qu'on avait aussi, on a vachement axé dans le développement de l'outil de testing Cerberus, etc., parce qu'on voulait rapprocher en fait les silos entre business, test et les gens de la prod, etc. C'est pour ça que on a été aussi jusqu'après à prendre les mêmes tests de non-règles et à les mettre en production. Donc oui, on a peut-être été un peu, on va dire, bourrin ou extrême sur les tests de non-reg automatiques end-to-end. Mais en fait, ça nous a aussi forcé à complètement industrialiser nos tests, les factoriser, faire des modules, avoir des jeux de tests, des tests hyper stables. Donc, du coup, nous, on a fait ce choix-là. Et honnêtement, je ne sais pas si on se dirait on en aurait que 2000 et puis on aurait 2000 tests unitaires. Je ne sais pas trop ce qu'on gagnerait en plus, en tout cas d'un point de vue fonctionnel. Parce qu'en tout cas, moi, je suis convaincu c'est que enfin, les tests fonctionnels, etc., c'est hyper pertinent de les faire par des testeurs. Et nous, comme notre structure, architecture en tout cas de plateforme web, était pas forcément une architecture, on va dire,
hyper modulaires jusqu'au micro front-end, etc. Faire les tests unitaires, c'est vachement utile pour valider, on va dire, est-ce que mes composants et mes modules sont bien architecturés, je sais les tester en isolation, etc. Aller mettre tous les tests de use case et tout dans du test unitaire, on a préféré les mettre dans les matrices de test end-to-end avec les utilisateurs. Donc nous, on a fait ce choix, on est conscient du trade-off. Donc du coup, effectivement, l'aspect maintenance des end-to-end tests, nous, on l'a réglé. Enfin, réglé, en tout cas, on sait vachement bien le piloter avec les aspects bibliothèque de test, copiloter métier testing. Et donc, on n'a pas trop de problèmes de régression de ce type-là qui arrivent. Et en tout cas, s'il y a un problème, c'est très vite corrigé. Et les tests d'intégration, on a choisi de ne pas les mettre dans le cycle de release directement de l'application. On a plutôt décidé de pas en faire, d'en faire très peu, parce qu'en fait, si les tests end-to-end passent, l'intégration passe aussi, et donc on a fait ce choix-là. Donc encore une fois, c'est critiquable, hein, on ne couvre pas forcément tout, mais on avait des ressources contraintes, et donc on a fait ces choix-là sur le périmètre front-end. Effectivement, sur le back-office, c'est un peu différent. L'architecture est beaucoup plus distribuée en composants, et donc là, on a beaucoup plus de tests unitaires. On a un métier moins présent. Et donc, du coup, on a plutôt des campagnes end-to-end avec 50, 60 tests, voilà, donc par composant. Donc, c'est beaucoup plus petit. Et c'est pas la même problématique. En fait, on est beaucoup moins sur des tests d'expérience client, en fait. Ok, merci. Alors, il y a plusieurs questions sur les compositions de vos équipes. Et du coup, d'un moment, Nadia, je pense que tu as dit qu'il y avait dans chaque équipe, il y avait un testeur manuel et un testeur automaticien, mais après, tu as dit que c'était plus forcément le cas. Et donc, il y a des questions là-dessus aussi sur le ratio dev-testeur par équipe, si vous savez l'estimer. Et quelle est la taille de votre équipe de test également? On était une équipe d'automaticiens qui était à part. Par contre, là, aujourd'hui, on a intégré les automaticiens dans les feature teams. Donc, la feature team, on a un automaticien et un testeur manuel. Sur la taille, on a 4 développeurs à peu près par feature team. Je parle des feature teams un peu catalogue, checkout. Après, l'application mobile, c'est à part. Et donc, au total, si on se dit combien de testeurs sur le front et combien de testeurs sur le back en macro, quoi, c'est... On est à peu près 7 automaticiens sur le front aujourd'hui et moins sur la partie back-office. Ouais, c'est ça. Parce que les 7 sur le front, du coup, effectivement, ils font on va dire, la mise à jour sur les nouveaux projets et ils gèrent aussi le run. Là. Donc, du coup, Et tout sur le le run. process qu'a expliqué Nadia sur la campagne qui tourne, la validation des no-go, regarder, etc. Et c'est pour ça que, du coup, ouais, on a vachement investi dans le tooling et l'automation et la modularité des tests pour que, justement, on n'ait pas besoin de 15 personnes pour maintenir les tests. En fait, là, du coup, avec une équipe assez lean, en fait, on arrive à maintenir ça. Et ouais, back-office, on a à peu près une personne par gros bloc fonctionnel aujourd'hui sur la partie Oui. automation. Donc idéalement, on aimerait être plus pour couvrir plus, pas parce qu'il y a des problèmes de maintenance, mais voilà, aujourd'hui, il y a aussi les notions de budget, contraintes, etc. Donc on a aussi fait cet effort de les affecter par domaine fonctionnel, parce que le côté back-office, voilà, il y a des choses qui se prêtent pas au feature team, et voilà, aussi des contraintes budget. Donc ouais, je sais Donc pas, ça fait une quinzaine à aujourd'hui, peu près, plus quelques testeurs manuels, c'est ça, ouais, c'est ça. d'exploratory, etc. Ouais. Ouais. En tout cas, dans chaque feature team, il y a systématiquement un automaticien et un testeur manuel aujourd'hui. Et Mm. c'est eux aujourd'hui qui sont responsables de maintenir la campagne de test de non-régression. Donc, c'est l'automaticien sur la partie run et aussi sur tout ce qui est évolution. C'est lui et le testeur LPO de définir les tests de non-régression à mettre en place sur les nouvelles features. Mm. D'accord, merci. J'enchaîne avec une question qui est un peu pareille, mais c'est sur la stratégie d'automatisation dans les feature teams. Est-ce que vous développez les tests auto pendant les sprints ou avec un sprint de décalage? Là, la question était précise, mais On a un sprint de décalage. On a un sprint de décalage aujourd'hui sur les nouvelles features en tout cas qui sortent. Mm. Ouais, donc c'est les Donc, changements de features existantes, c'est le même sprint et nouvelles features décalées, nouvelles quoi. features, voilà. Mm. Nouvelles features, c'est un sprint en décalage. Mm. parfait, merci. Et là, il y a aussi plusieurs questions sur votre ferme de device là, que vous avez monté vous-même. Est-ce que vous avez une idée du coût de maintenance et aussi du coût de ce que, enfin, pas forcément des chiffres, enfin, ou après si vous les avez tant mieux, mais de ce que ça, du pourcentage que ça vous fait gagner par rapport à ce que vous utilisiez avant. Et aussi, après une question plus outillage,
je crois que tu y as répondu, mais je préfère que tu confirmes. Comment vous récupérez les rapports de test via la ferme de mobile? Alors, sur la question budget, aujourd'hui, hem, je vais vraiment être claire. Sur BrowserStack, on était à 10 000, à 25 000 € sur 10 téléphones chez eux. Aujourd'hui, pour monter ma ferme, je suis à 16 000 €. Donc, pour avoir 26 téléphones. Donc, voilà. Partie maintenance, j'ai mis 20%. Si jamais j'ai calculé 20% tous les ans pour tout ce qui est partie maintenance. Si j'ai un téléphone qui va tomber en panne ou un switch qui va être KO ou même acheter un nouveau PC. La deuxième question, tu me disais sur la partie Les rapports de test, comment les tu les rapports de récupères test, de les ouais. rapports de test sont via Cerberus. Donc Cerberus aujourd'hui, c'est un framework, je sais pas, comme SquatchTM ou TestLink qui permet d'avoir des rapports d'exécution directement des compats de tests qui tournent sur la ferme. Merci. Parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent, du coup, alors. Mhm. Est-ce que vous utilisez le même code pour tester les applis iOS et Android? C'est derrière, on a de l'Appium pour les deux, en tout cas. Et on s'est adapté pour chaque. Donc, on a on a framework XUQI, comme j'ai dit, sur iOS et UI Mhm. Automator pour Android derrière. Mhm. Après, des questions spécifiques encore sur les applis. Comment conduisez-vous les tests de performance sur les applis? Sur quelles métriques vous basez-vous? C'est la première année qu'on va mettre des tests de performance sur l'app. C'est pas moi qui gère systématiquement, c'est une équipe sous Dynatrace aujourd'hui. Ouais, puis les métriques, du coup, c'est démarrant, ça en démarre le En sujet. Donc en démarrage, ouais, fait, voilà. D'accord. on va essayer de prendre de l'élan avec notre apprentissage web, de pas justement uniquement se cantonner à des indicateurs techniques, etc. Puis après, l'app, si elle fait que c'est déporté en dehors, c'est pas dans notre SI, c'est pas comme un serveur web, etc. Donc on a ça à mettre en place et on va du coup surtout se focaliser sur parce qu'en fait, sur les tests de performance de l'app, un peu comme sur le web, le but, c'est pas juste de dire est-ce que mon app tient à la charge, etc. C'est de se dire pour tenir la charge de l'autre test, par exemple, qu'est-ce que je dois désactiver? Parce qu'en fait, la réalité, souvent, c'est que l'app, avec toutes ses features, ne tient pas une charge de Black Friday, par exemple. Et donc, du coup, l'objectif des load tests, c'est qu'est-ce que je dois désactiver et quelle expérience client je peux fournir. Et donc, du coup, c'est beaucoup faire des tests de stress qui sont basés d'un point de vue client en termes de temps de réponse, navigation, etc. Parce que c'est ça qui va nous dire en fait est-ce que l'expérience ou pas sera acceptable en fait. Donc c'est pour ça que c'est un vrai challenge en fait la mise en place de ces tests de perf mobile. Et en plus, on retrouve le sujet là qui était un des slides à la fin sur la transversalité quoi. Parce que du coup, faut comprendre comment on va tester, comment on va charger. Enfin, là, il y a les gens qui sont plutôt de la perf infra, les gens de la perf analytics. Enfin, il y a vraiment plein de gens à faire collaborer autour de ça. Ouais. Ok, merci. On prend encore quelques questions. Mhm. Si ça vous va, hein, vous me Ouais, dites. Oui, moi oui, aussi. oui, oui. Pour les déploiements journaliers, du coup, vous avez bien mis l'accent là sur les tests automatisés qui tournent. Et est-ce que en plus de ça, vous faites des tests manuels? Et si oui, quel type? Sur le run, on a les tests automatiques de non-régression. Après, les tests manuels, ils sont pris dans les feature teams aujourd'hui. Donc, on sort une nouvelle évolution dans le sprint, on la teste et après, nous, côté de test de non-régression, on vérifie que le Mhm. comportement, il est bien malgré la nouvelle évolution qui arrive. Mhm. Ouais, en fait, manuellement, je pense pas. Ils font deux types de tests, je pense, manuellement pour moi. Enfin, Nadia, tu me dis si je me trompe ou complémentaire. Mais pour moi, tant que c'est pas automatisé, que c'est critique, ils testent les nouvelles features. Feature, oui. Et après, ils font du test exploratoire, voilà, qui est pour appeler, si je veux faire du monkey testing, quoi, mais trouver des choses qu'on ne trouverait pas naturellement, enfin, etc., qu'on pourrait faire avec du cron testing, par exemple. Mais ils font aussi ces types de tests-là manuellement, oui. Ok, merci. Et
quand vos tests automatisés, quand un de vos tests automatisés tombe, enfin devient rouge, qui est-ce qui regarde du coup? C'est la feature team? L'automaticien. D'accord, L'automaticien dans la feature team, oui. Qui d'accord. peut, qui peut escalader après au-dessus. Mais effectivement, le premier niveau d'analyse est Ouais, niveau QA, puis ça remonte assez vite, plutôt fonctionnel ou enfin dev en ouais, fonction du PO, sujet. OD, Voilà, si on ouais, se tape voilà. une erreur technique, HTTP, je sais pas quoi, ça va plutôt les côtés développeurs ou machin si on sait pas reproduire. Après, si c'est plutôt une erreur fonctionnelle, ouais, côté PO, métier, enfin, ouais. Si c'est un bug, bah, on va directement avec les développeurs, on ouvre un ticket Jira pour gérer le bug. Bah, si c'est par exemple, ça peut être un AB ou une règle qu'on Ouais. n'a pas compris, il faut adapter le test, ben, on va regarder avec le PO directement ou peut-être l'équipe intégration, studio, pour avoir la bonne règle de gestion et adapter notre test de non-régression Mm. derrière. Ouais. Ouais, l'aiguillage est bien fait niveau QA en fait. Ça, oui, là, ouais. D'accord, merci. T'en as parlé Antoine tout à l'heure sur vous recherchez la stabilité dans vos exécutions de tests, mais est-ce que vous arrivez à maintenir à 100% le niveau d'exécution des tests avec autant de tests? Et à 100% qu'on en désactive pas trop, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, bah aujourd'hui, ça fait un moment qu'on en a ce nombre-là, hein. Enfin, ça va Non, non, faire, non, je sais non, pas combien de on temps on a augmente, dit. ouais. Non, non, on Ouais, arrive non. à maintenir le nombre de tests. De toute façon, on a des librairies. Si on a plusieurs tests qui font presque les mêmes parcours, après avec des spécificités, mais derrière les tests, on a des librairies qu'on arrive à adapter rapidement et du coup, nos tests sont. Ouais. Parce qu'en fait, normalement, la problématique, enfin, je pense que là-dessus, pour moi, il y a deux problèmes principaux sur la maintenance des tests, d'ailleurs, qu'ils soient unitaires ou pas, en fait. La problématique, c'est dès qu'il y a trop de tests ou comme s'il y a trop de code, ça devient complexe à maintenir. Pour les tests, je pense qu'il y a deux problèmes, au moins deux problèmes principaux. C'est les tests sont mal architecturés, donc c'est immaintenable, mais c'est un problème de design des tests pour moi. Voilà, si on avait tous nos tests en librairie, ouais, on serait déjà revenu à 500 tests, on n'aurait pas 5000. Et donc pour moi, il y a un vrai investissement à faire dans l'architecture des tests. Et on en revient au sujet, bah oui, il faut valoriser la QA, il faut investir dans les gens. Et c'est pas que faire du test, il faut aussi designer, etc. Et après, il y a le deuxième point qui est l'application peut changer vite. Et du coup, bah, nos tests, ils peuvent se foirer. Voilà, même si on a fait des modules super, et cetera, bah, si le parcours client change, ça marche moins. Bon, et donc là, bon, il y a un peu 2 façons de le faire pour moi. C'est soit, et c'est un peu ce que tout le monde peut faire de manière un peu aujourd'hui, je pense, c'est réagir vite et si on a des tests bien architecturés, ça va vite à corriger et ça, c'est nous, on fait ça. C'est s'il y a un problème et cetera, on corrige, un module de librairie. S'il y avait 50 tests KO, les 50 passent vert juste après, on relance en 2 secondes la les tests et ça marche et ça, c'est ce qui nous marche de manière industrielle depuis des années sur ce volume de tests-là. Et après, si je voulais être le commercial, je dirais, on va tout corriger avec le machine learning et l'IA, mais la réalité, c'est qu'il faut plein de données de tests, machin et tout, et c'est encore un peu du flan pour l'instant. Enfin, en tout cas, sur la majeure partie des use cases, parce que ça a l'assumption derrière qu'il faut pas mal de données et puis une maturité en data science dans le test, etc. Bon, on voit que tout le trend du secteur va là-dessus. Mais bon, donc globalement, voilà, nous, on y répond aujourd'hui avec ça, avec investissement en architecture de test et du coup en compétences de testing et de conception, et deux, une réactivité sur le processus de test. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi choisi, ça revient à la question d'avant, c'est la QA qui fait le premier niveau d'analyse d'aiguillage en fait. Comme ça, s'il y a un problème sur plusieurs tests, il corrige tout de suite avant que ce soit. Parce que si on disait chaque feature team est responsable de ses tests, eh ben, il ne verrait pas les sujets transverses. Donc voilà, d'où l'intérêt aussi d'avoir ce premier étage d'analyse en fait. Ok, merci. Je propose une dernière question. Je Ouais. pense que tu y as répondu, mais je suis pas sûr. Donc avec ce nombre de tests automatisés, est-ce que vous savez estimer le taux de couverture global de vos applis? Euh, Sur le front, je vais dire, on est limite à 80% de couverture aujourd'hui, sachant qu'on fait des tests qui sont différents par environnement, genre sur la pré-prod, on n'a pas les moyens de paiement aujourd'hui, donc je le fais dans un autre environnement, mais on a une très bonne couverture sur les tests front. Sur la partie app, c'est là où j'ai une perspective, c'est d'augmenter encore le taux de couverture. Parce que, par exemple, je ne teste pas tous les pays, tous les moyens de paiement qui sont spécifiques, sachant qu'on est sur 8 pays aujourd'hui. Mm. Donc, Ouais. le taux de couverture reste sur l'application, je vais dire, à 60%. On n'est pas très, 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 très bon aujourd'hui pour moi. Mm. Eh bien, merci beaucoup. Enfin, c'était vraiment passionnant. Puis pareil, merci d'avoir pris le temps de répondre à tant de questions.
C'était vraiment bien. Non, bah, ça fait plaisir d'avoir des questions, c'est cool. C'est intéressant. Et puis, je propose de finir la session. Merci encore et puis bah, bonne soirée. Merci Ouais, merci à beaucoup. tous. Merci, bonne Merci soirée. pour Ouais, l'échange. ouais, au revoir.